Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour la journée originale. Et je suis en compagnie de Arnaud Marion. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui en cette journée 100% digitale organisée par BPI France. Alors vous, Arnaud, on vous surnomme le serial redresseur ou l'urgentiste des entreprises parce que vous intervenez auprès de PME et d'ETI dans des situations de crise pour les accompagner dans leur développement et dans leur transformation. Et surtout dans leur transformation durable. Vous avez accompagné plus de 300 sociétés, vous avez réalisé 45 mandats de direction générale pour accompagner ces entreprises. Vous avez fondé même l'Institut des hautes études en gestion de crise pour accompagner les dirigeants dans la gestion de crise, ça porte bien son nom. Et puis, vous avez publié le 28 mai en digital et puis le 3 septembre prochain en print un nouvel ouvrage qui s'intitule « Partout où je passe les mêmes erreurs » dans lequel vous détaillez sous la forme de fiches conseils les erreurs que vous avez repérées qui mènent les entreprises à des situations de crise. Alors du coup, la première question que je voulais vous poser, c'est justement, quelles sont ces erreurs ? Merci, bonjour Hélène et bonjour à tous. Ces erreurs, elles sont souvent commises, en fait, ce sont des erreurs qui sont assez simples. La première chose, c'est le déni, c'est-à-dire vouloir se persuader soi-même que l'on n'est pas en crise, c'est-à-dire on se ment à soi-même. Et ça paraît basique, mais c'est une erreur que l'on rencontre trop souvent. Souvent, le dirigeant ne veut pas admettre qu'effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'enclencher. Il préfère se persuader, mais non, mais ça va revenir comme avant. Et donc, on rentre dans une espèce de narration révisionniste, comme je dis, c'est-à-dire qu'on refait le fil des événements. Il y a toujours un facteur externe, mais c'est jamais de notre faute. La deuxième chose, c'est ne pas agir et ne rien faire. Alors, effectivement, quand on est dans le déni, généralement, on n'agit pas, puisqu'on considère qu'on n'est pas en crise et qu'il n'y a rien de spécial à faire et que demain, l'herbe sera plus verte. Mais quand on n'agit pas, on perd du temps. Or, le temps est à la fois l'ennemi, mais il peut être l'allié dans une restructuration ou dans une transformation. On a besoin de temps. Il y a certaines actions de court terme qui vont venir financer des actions de long terme. Et puis, trop souvent, en fait, les entreprises qui sont en crise, ce sont des entreprises qui ont reçu un certain nombre de signaux faibles. Vous savez, toutes ces petites choses qui, mises bout à bout, quand on refera le film des événements plus tard, où on se dit, oui, mais en fait, on avait déjà les prémices de quelque chose. On était déjà en difficulté. On pensait que c'était autre chose. On pensait que c'était, par exemple, un problème de marché, alors qu'en fait, c'est notre produit qui n'est plus adapté et que le marché, lui, reste très bien. Et puis, également, souvent, les dirigeants, les managers n'écoutent pas. Et écouter, moi je dis toujours, il faut écouter tout le monde et ne croire personne. C'est-à-dire, c'est une façon de pouvoir donner à tout le monde la parole et un certain prisme de la vérité pour pouvoir effectivement se faire sa propre synthèse, avoir sa propre vision. Souvent, les opérateurs de premier niveau sont ceux qui ont une vraie partie de la vérité, parce qu'ils vont voir les choses, non pas par le petit bout de la lorgnette, comme on pourrait le croire, mais au contraire par un niveau de détail. Et puis enfin, dans le lot final, je dirais, les erreurs, c'est de ne pas être transparent avec ses équipes, c'est de ne pas partager l'information, et c'est d'être un peu dans la négation du dialogue social. Moi, toutes les grosses crises que j'ai vécues, il y avait systématiquement un problème de dialogue social et un problème de transparence dans l'information. Et ça, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. C'est pas facile le dialogue social parce que vous êtes obligé d'entendre ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Mais ça fait partie du jeu et souvent c'est très utile. Alors aujourd'hui, la situation elle est très particulière. La crise qui a touché toutes les entreprises est une crise qui est venue et tout le monde est dans le torrent, l'ouragan de cette nouvelle crise. Quelle est la différence entre justement cette crise et les crises que vous avez gérées et quel état des lieux est-ce que vous pouvez faire de la situation actuelle ? Alors, quelle est la différence de cette crise par rapport à une crise classique ? Il y en a une fondamentale, c'est que tout le monde est concerné. Vous voyez, on fait des conférences, des webinaires, on rassemble du monde autour de ces notions de crise, de transformation. Il y a des dispositifs de l'État, des dispositifs sur les charges sociales, des dispositifs d'aménagement pour les loyers ou pour tout un tas de choses. Quand vous êtes en crise,
généralement, vous êtes seul et vous êtes là même stigmatisé parce que vous êtes le seul de votre territoire à être en crise, vous êtes le seul de votre filière à être en crise, vos concurrents vont bien et vous, vous n'allez pas bien. Donc, on a tendance, si vous voulez, à vous stigmatiser. La deuxième chose, c'est un peu l'environnement dans lequel ça arrive. C'est la première fois que les économies du Nord, comme on le dit, les économies occidentales, sont touchées par une crise sanitaire qui touche d'habitude plutôt les économies du Sud. Donc, il y a une espèce de traumatisme qui est assimilable à une catastrophe naturelle, en fait, pour les entrepreneurs et les salariés qui se retrouvent dans le même bain, en fait. Généralement, quand il y a une crise, vous savez, il y a cette animosité où les collaborateurs en veulent aux dirigeants qui les a amenés dans cette situation. Là, les dirigeants n'y sont pour rien ou pas pour grand-chose, et ils sont dans le même bain que les salariés, ils ont les mêmes angoisses parce qu'eux-mêmes, et il faut se remettre 2 mois en arrière, au mois de mars, au mois d'avril, eux-mêmes ne savaient même pas comment se dessinerait demain. Ils ne savaient même pas s'ils allaient rouvrir leur usine, avec de l'argent, comment est-ce qu'ils passeraient ça? Est-ce qu'ils arriveraient à payer leur salaire? Donc, effectivement, on a tout le monde du même côté. Euh, il y a une chose également fondamentale, c'est qu'on est confronté pour la première fois à la fois à un choc d'offres et un choc de demande, en fait. Tout a fermé dans le monde entier, pas forcément au même moment, mais en tout cas de façon étagée. Et la grande question, c'est quelle va être l'intensité de la demande dans les semaines, mois, années qui viennent. Alors, les signaux faibles que l'on a sont plutôt favorables. La question est quand est-ce qu'on va retrouver le niveau d'avant? Et effectivement, au fur et à mesure des dossiers, et moi, dans mon activité, on entend 2021, 2022 pour retrouver le niveau normatif. Et puis, dernier point de ce qui différencie cette crise par rapport à une crise classique, c'est que ce qui était fragile avant, au lieu que ce soit sur une pente douce, est encore plus fragile aujourd'hui. C'est un révélateur de faiblesse, mais c'est un accélérateur de tendance, en fait, cette crise. Donc, globalement, voilà les grandes différences. Quelle est la situation aujourd'hui? D'abord, il y a eu des mesures immédiates, massives et financières qui sont venues pour permettre aux entreprises de passer ce moment d'inactivité. Et ça, il faut le dire, je crois qu'il y a eu une réaction et une réactivité de l'État, des banques, de BPI France, qui bien sûr a eu un rôle clé dans la mise en place des PGE, qui a été, somme toute, assez extraordinaire et unique en son genre. Maintenant, quand on rentre dans le détail de la microéconomie, on voit bien que le Covid est, en fait, c'est de la destruction de valeur. 2 mois ou 3 mois d'arrêt d'activité, c'est de la valeur qui se détruit. Et cette valeur, on l'a compensée avec de la dette, le fameux PGE, le plan garanti par l'État. Et généralement, on ne finance pas par de la dette des pertes. Donc, il y a encore une inconnue quand même pour les chefs d'entreprise, pour les entreprises, c'est comment elles vont rebondir et est-ce qu'elles vont avoir la capacité de créer suffisamment de valeur, et je dirais même de survaleur dans le temps, pour rembourser cette dette qui n'est pas venue étaler dans le temps, je dirais, de la croissance, du chiffre d'affaires ou de la modernisation et donc de la profitabilité. Ça, c'est un des grands sujets à laquelle on n'a pas de réponse aujourd'hui. L'enjeu, on l'a compris, et c'est ce que l'État, les banques ont voulu surtout combler immédiatement. L'enjeu, c'est la chaîne de confiance entre les acteurs. Et le plus grand risque, c'était la chaîne en cascade de défaut de paiement. C'est-à-dire, je ne te paye pas, mais je veux être payé. Et à un moment, on crée une rupture financière bien plus importante, d'ailleurs, que ces 2 mois d'inactivité. On a vu qu'on avait plutôt bien résisté par rapport à ça, parce qu'il y a eu des règles. On sait que les banques ont été très, très soucieuses de dire on vous met un PGE, mais attention, vous ne devez pas retarder vos paiements fournisseurs ou autres. Donc en fait, les enjeux du chef d'entreprise, en fait, aujourd'hui, là où on en est, l'urgence, c'était la fermeture des usines. La crise, c'est je demande mon PGE, je fais mes comptes, je calcule ma trésorerie, et puis je vois surtout quelle est la position de mes clients et de mes fournisseurs. Les enjeux actuels, c'est la création de valeur et la pérennité, en fait. Et c'est ça qui s'ouvre maintenant devant les chefs d'entreprise. Alors justement, maintenant que l'urgence, entre guillemets, est passée, le choc est passé,
qu'est-ce qu'on fait et comment on aborde cette nouvelle phase et comment on se transforme parce que vous l'avez dit, la crise a permis aussi de mettre en lumière certaines choses, certaines tendances, donc certains besoins aussi d'évoluer, d'améliorer certains fonctionnements. Donc, par quoi on démarre, comment on avance et comment on se transforme dans le cadre de cette crise? On a une occasion unique et je crois que les pouvoirs publics l'ont compris et c'est tant mieux de pouvoir donner le coup d'accélérateur à la transformation des entreprises. Alors c'est un mot un peu galvaudé que beaucoup ne comprennent pas. Donc c'est quoi la transformation? La transformation, si vous voulez, c'est le fait de se projeter dans l'avenir. En raisonnant par rapport aux besoins futurs des consommateurs et en ayant des modèles économiques qui soient résilients. Il est évident qu'aujourd'hui, il y a des secteurs comme l'automobile, comme l'aéronautique, qui ne peuvent pas se projeter dans l'avenir comme d'autres secteurs. Mais ça ne veut pas dire que, au contraire, c'est terminé. Ça veut dire qu'il faut apprendre à faire des choses différemment. En fait, on est obligé de changer et de se transformer car les autres changent. On utilise aujourd'hui des plateformes de visioconférence qu'on n'utilisait pas il y a 3 mois. Et d'ailleurs, on utilisait peu la visioconférence, si je prends cet exemple. Et d'ailleurs, la visioconférence, elle était dans une salle avec un écran mural, une pieuvre sur le milieu de la table, et ça se passait comme ça. Et puis finalement, aujourd'hui, on a vu qu'on pouvait avoir beaucoup plus d'agilité avec des outils de bureautique qu'on avait déjà, des suites diverses et variées, ou des nouveaux outils qui sont apparus, dont on a découvert le nom, comme des Zoom, par exemple, qui ont donné des gros coups de vieux à des Skype. Ça signifie que ce qui est très important, c'est que se transformer, ce n'est pas s'adapter, parce que quand on s'adapte, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire qu'on s'adapte aux autres. Se transformer, c'est bien transformer son cœur de métier. C'est pas se diversifier non plus. Souvent, on croit que je me transforme, donc je me diversifie. C'est pas du tout la même chose. Se transformer, c'est réfléchir sur sa chaîne de valeur finalement. C'est où est-ce que je gagne de l'argent, où est-ce que j'en gagne moins, mais surtout vers où va la valeur, vers où va la tendance, vers où va mon marché et qu'attendent de moi les consommateurs. Ce qui signifie qu'on est un peu dans une course de vitesse en fait. On est tous aujourd'hui sur la même ligne de départ et à un moment, la concurrence va devenir une compétition. C'est-à-dire qu'on va apprendre à se comparer. Et donc, ça va mettre en lumière un nouveau référentiel de prise de décision. Ce que j'appelle le go-to-market, comment je vais sur mon marché, mais mon marché pertinent, celui où il y a de la demande. L'UX, l'expérience utilisateur, le digital, on a tous vu que les entreprises, finalement, étaient un peu limites dans leur transformation digitale. Et puis, l'innovation, bien évidemment, le partage de la valeur et des grands enjeux, comme le sens que l'on donne à l'action, le climat, la biodiversité, tout ce qui paraissait un peu tarte à la crème, mais qui est finalement fondamental parce que ce sont les usages qui sont en train de changer. Notre civilisation passe d'une civilisation de la possession, de la propriété, à une civilisation de l'usage. Alors, il nous reste 2 minutes avant la session de questions-réponses, quelles sont les bonnes pratiques, les conseils vraiment très concrets que vous voudriez partager avec les entrepreneurs? Alors, outre les faits que vous les retrouverez dans mon livre, effectivement, globalement, c'est être sur le terrain, être au contact de ses équipes, de ses clients, de ses fournisseurs, de ses syndicats. Tout ça doit se faire dans la transparence et le dialogue social. Il faut raisonner en fonction des besoins, il faut raisonner en fonction des tendances. C'est ce qu'on appelle le design thinking. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et le design thinking, ça nous amène sur l'expérience client, la facilité d'accès à un produit. Ça signifie qu'il faut faire aussi les bons arbitrages, avec se donner des bons objectifs, des objectifs courts, avec des ROI courts, parce qu'on va les atteindre et parce qu'on va avoir un retour sur investissement très court qui va permettre de financer des actions à plus long terme. Il faut apprendre à faire mieux avec moins, donc il faut apprendre l'agilité, une meilleure capacité d'adaptation, et puis être capable effectivement de transformer son organisation en une organisation apprenante, en fait, beaucoup plus agile. Et on va voir que la valeur ajoutée va être au cœur de tout ça, mais le changement, ça se passe de l'intérieur. Vous savez, il y a une phrase qui dit « le changement est une porte qui s'ouvre de l'intérieur ». Et donc, il n'y a pas de changement sans les acteurs du changement. Donc, on change et on transforme avec, jamais contre. Ça signifie qu'on a une grande exigence dans l'attitude, le savoir-être, et qu'on doit apprendre le management de la singularité dans nos entreprises parce que c'est une richesse. Merci beaucoup.
Je pense que Jason va nous rejoindre pour nous partager les questions de nos auditeurs. Et voilà. Arnaud Marion, bonjour. Bonjour Hélène Ratti. Merci beaucoup d'être avec nous dans cet après-midi de la journée originale. Merci pour ces quelques minutes de prise de parole. Et on a effectivement des questions, des gens qui nous suivent en direct sur le chat. Et on a une première question de Delphine, une question assez générale, qui dit la chose suivante. J'ai un restaurant, fréquentation très basse car pas de touristes, pas d'habitués qui sont en télétravail. Une solution pour nous les restaurateurs? Avec un point d'interrogation. Alors c'est effectivement, alors après ça dépend effectivement où est ce restaurant. Je crois qu'il y a des grandes villes qui grouillent et on le voit à Paris où on voit des restaurants qui sont quand même assez pleins. Eh bien, l'innovation, elle peut exister là. On a vu on peut faire de la vente que l'on peut livrer, on peut faire du take-away, comme on dit, vous venez chercher votre repas. On peut communiquer sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai plein de restaurants qui le font autour de moi et qui décident à un moment de dire « mais on peut vous livrer votre repas ». C'est peut-être une tendance parce que beaucoup de gens hésitent à aller dans des atmosphères confinées, même s'il fait globalement beau en ce moment. Hein, les rues de Paris, pour ceux qui ne sont pas à Paris, les trottoirs et les places de parking ont été transformés en terrasses de restaurants. Et donc, c'est ça, innover. C'est-à-dire qu'on peut petitement innover et faire de la vente à emporter. Ça marche, ça fait une super communication. Et puis, finalement, au bout d'un moment, ça se sait et ça peut amener d'autres marchés, comme pouvoir faire des repas pour des entreprises. Beaucoup de repas d'affaires existent moins, mais beaucoup de repas, comment dirais-je, sous forme de plateau repas dans les entreprises sont en train de se développer. Je vois ça à Londres, je vois ça à Paris également. Voilà quelques idées. Alors, on a une autre question de Romain qui dit « Avec les PGE et autres aides accordées, n'a-t-il pas un risque de voir arriver une vague d'entreprises en grande difficulté dans 1 ou 2 ans? En d'autres termes, est-ce que cela ne va pas simplement reporter la vague qu'on redoute tant ?» Alors, c'est le risque. Moi, vous savez, je me suis exprimé dès le mois d'avril sur le sujet. Je pense qu'on va avoir une première vague de faillite qui commence depuis le 15 juin et ira jusqu'au mois d'octobre. On en aura une deuxième en 2021. Oui, bien sûr, le risque du PGE, c'est ça. Le risque de la prise en charge du chômage partiel, c'est ça. Moi, je peux vous dire, j'ai suivi beaucoup de dossiers. J'ai eu beaucoup de contacts avec des chefs d'entreprise. Les banques n'ont pas fait n'importe quoi. Et il faut le reconnaître, elles ont fait un sale boulot parce que parfois être obligé de dire non à un client, même si humainement on a envie de dire oui, c'est très dur. Donc peut-être que des entreprises sont passées aux mailles du filet. Il est clair que l'entreprise qui était fragile avant, elle ne va pas avoir un effet d'aubaine avec le PGE. Le PGE ne va faire que combler une période d'inactivité. Les fragilités d'avant resteront après. Ça signifie que les entreprises qui vont se traîner aussi des effectifs en chômage partiel, ces entreprises-là ne survivront pas parce qu'à un moment, il faudra récupérer les salariés et elles ne le pourront pas ou elles seront obligées de licencier. Il ne faut pas tarder à transformer son entreprise. Si on considère qu'on avait trop de personnes, c'est malheureux à dire, eh bien, il vaut mieux avoir la vérité des prix aujourd'hui que de vouloir utiliser des aides. Et le PGE, il ne faut pas l'utiliser pour essayer de combler ce qui n'allait pas et ce qui était fragile. Il faut au contraire l'utiliser pour pouvoir se relancer. Après, difficile de faire une réponse générale. Comme vous le savez, ça dépend de l'activité de chacun et de la marge brute de chacun, puisque le PGE pouvait aller jusqu'à 25% du chiffre d'affaires annuel de 2019. Ça n'a pas forcément été accordé systématiquement à hauteur de 25%. Et moi, ce que j'engage les entreprises, quand elles ressolliciteront ou si elles sollicitent leurs banquiers, c'est de leur montrer, de pas essayer de dire « regardez, j'allais bien avant », si ça n'allait pas, et de plutôt demander aux banquiers de les accompagner sur un projet de transformation. Je pense qu'ils auront plus de chances de réussir. Alors, on prend une dernière question avec vous, Arnaud Marion, une question de Clémentine qui dit « Comment les entreprises déjà exportatrices peuvent-elles se transformer dans ce climat instable ?» Alors, c'est toute la réflexion sur la chaîne de valeur, effectivement, et on pourrait même, les entreprises importatrices, c'est strictement la même chose, c'est-à-dire de qui je dépends et de quoi je dépends. Vous savez, une entreprise, elle doit se poser 4 questions, hein, ce qu'elle est, qui elle est, pourquoi elle le fait et finalement ce qu'elle fait.
Et une fois qu'on a répondu à ces 4 questions basiques, on a vraiment couvert un grand éventail. Donc, je crois que les économies ne vont pas se replier demain. Ça, c'est une vue de l'esprit, c'est une vue je dirais, de protectionnistes, peut-être populistes, qui ont voulu laisser cette idée-là. Si demain, il n'y a plus d'exportation, s'il n'y a plus d'importation de l'étranger, il n'y aura pas d'exportation de notre part et les entreprises seront en grande difficulté. Donc l'exportation reste une chance. Les pays sortiront peu à peu, bien évidemment, de cette situation. L'exportation, c'est aussi une diversification et une division des risques. C'est également l'intérêt, finalement, d'un portefeuille de clients. C'est également l'intérêt dans une chaîne de valeur. Hein, je réponds un peu à ces 2 questions en même temps. C'est de diviser les risques, de diviser ses approvisionnements et de diviser les risques de ces débouchés. Mais il ne faudrait surtout pas s'arrêter. Arnaud Marion, merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci également, Hélène Ratti, de nous avoir consacré ces quelques minutes lors de cette journée originale. Merci. Avec plaisir, merci beaucoup à tous. Merci Hélène, au revoir à tous. Merci. La journée originale continue. On se retrouve à 17h avec le professeur Jean-Daniel Fisch, professeur en médecine interne et réanimation à l'hôpital Cochin de Paris, pour qui solidarité rime avec agilité. À tout de suite. À bientôt.